Il y a 19 ans, vous avez été nommé ministre pour la première fois. C'était dans le gouvernement du premier ministre Moustapha Niasse, sous le régime d'Abdoulaye Wade, qui venait d'être élu président de la République. Vous êtes son premier ministre de la jeunesse. Vous aviez 31 ans, ce qui n'est jamais arrivé. Un si jeune ministre dans un gouvernement sénégalais. Vous avez été ensuite à plusieurs départements ministériels, à la tête de plusieurs départements ministériels, comme celui de l'environnement ou de la santé. Aujourd'hui, vous êtes un allié du président Macky Sall, réélu le 24 février dernier. Macky Sall, dont on attend la formation de son gouvernement après sa réélection. Est-ce que vous avez été, Modou Diagne Fada, sollicité pour faire partie de ce gouvernement qu'on attend? C'est une prérogative de Monsieur le Président de la République. En ce qui nous concerne, nous n'avons pas encore été sollicités par Monsieur le Président de la République. Voilà, donc je crois que c'est une prérogative, encore une fois, du Président de la République, et il faut le laisser réfléchir et ensuite faire ce qu'il a à faire. Parce que, rappelons-le, c'est lui qui a été élu par le peuple sénégalais, donc dépositaire de la confiance et de la légitimité du peuple sénégalais. Lorsque vous avez décidé, vous, votre parti LDR, ISL, de soutenir Macky Sall, quels ont été les termes de votre accord politique? J'en ai beaucoup parlé. À l'époque, nous avions parlé d'une convergence programmatique. Nous avions souligné la cohérence idéologique, et ensuite nous avions parlé du bilan élogieux du premier septennat, du premier mandat de Monsieur le Président de la République. Voilà les raisons qui nous avaient poussés à soutenir sa réélection, et Dieu merci, aujourd'hui il est réélu président de la République du Sénégal. Vous vous étiez pas dit, si on gagne, on travaille de cette façon sur un schéma? Bien entendu, tout ce que nous sommes dit à l'intérieur de son bureau, il n'est pas indiqué d'en parler devant les micros. Et comme je peux avoir l'occasion de lui reparler, d'échanger avec lui, je crois que nous pouvons en parler entre nous, mais je crois que ce n'est pas très indiqué d'en faire cas devant les micros de Babacar Fall. Le Premier ministre est connu, Mahamat John, reconduit à son poste, mais ce ne sera que pour un laps de temps, ce ne sera pas pour longtemps, puisque le poste de Premier ministre va être supprimé. Explication officielle du président de la République, il a jugé approprié de reconsidérer le niveau que constitue la fonction de Premier ministre pour être lui-même au contact direct avec les niveaux administratifs chargés de la mise en œuvre de ces politiques. Est-ce que cette explication, elle est convaincante? Parce qu'on parle beaucoup d'une conjoncture politique. Le Premier ministre, dans une situation comme ça, dans son quinquennat, peut être l'objet de plusieurs polémiques. Je crois qu'il faudra se limiter aux explications officielles données par Monsieur le Président de la République, données par le Premier ministre sortant et reconduit, et je profite de l'occasion pour le féliciter et prier pour qu'il réussisse sa mission. Je considère que la suppression du poste de Premier ministre n'est pas une première pour en tout cas le Sénégal. Le président Senghor l'avait expérimenté, le président Diouf de même, mais laissons le président Macky Sall aussi, après avoir fait 7 ans à la tête du pays, expérimenter cette façon de gérer. En tout cas, je suis sûr que ça lui permettra d'avoir un meilleur accès aux dossiers gérés par les différents départements, par les différentes administrations, et ça permettrait aussi une meilleure accessibilité aux ministres. Et je crois que c'est toujours important pour le ministre de pouvoir avoir un accès facile au président de la République pour faire bouger les choses. Donc, je crois que ça peut permettre, une meilleure accélération des processus de décision
au niveau gouvernemental, et ça peut donc permettre au président d'aller plus vite. N'oublions pas qu'il est dans le cadre d'un quinquennat. En tout cas, il y a eu beaucoup de chantiers inachevés dans le premier mandat de Macky Sall, en tout cas. Oui, je crois que c'est une expérience pour moi à vivre, et il faut soutenir cette posture du président de la République qui apparemment veut aller vite, veut pousser les choses et veut, durant son quinquennat, terminer et commencer beaucoup d'autres chantiers. Oui, mais les raisons politiques de cette mesure sont sans doute suffisamment évidentes aussi. Yann Fada, oui ou non, éviter les querelles de positionnement dans le camp du pouvoir en vue de la présidentielle prochaine, puisque Macky Sall, en principe, ne se présente pas. Mais ce serait aussi juste si, faut pas perdre trop de temps aussi à gérer des conflits inutiles. Faut pas dès le départ mettre dans la tête des uns et des autres que c'est elle qui va être là après moi. Et tout ça, je crois que c'est une stratégie, encore une fois, pour se concentrer sur les préoccupations des Sénégalais. Et à mon avis, en tout cas, c'est tout bénéf pour le peuple sénégalais d'avoir un chef de l'État qui sent, en tout cas, la nécessité de booster, de pousser, d'avancer très rapidement pour régler les problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés. Et je crois que les 3 discours qu'il a tenus depuis sa réélection montrent bien sa volonté d'aller en avant et d'ouvrir de nouveaux chantiers. On attend cependant toujours de savoir qui sont les ministres qui vont composer cette nouvelle équipe. La liste des membres du gouvernement qui tarde à être publiée. On attend cette journée du dimanche pour voir. Pensez-vous que ça se justifie par l'exercice qui pourrait être difficile pour Macky Sall cette fois, avec tous les soutiens qu'il a additionnés à la dernière présidentielle, et que la distribution des responsabilités s'avère finalement complexe, compliquée? Non, je crois que le président Sall est un président méthodique, organisé, chaque chose à son temps. Le temps de la presse peut ne pas être le temps du président de la République, qui planifie ces choses. Je crois que depuis très longtemps, il avait prévu de garder le même gouvernement pour la fête du 4 avril. Et depuis très longtemps aussi, il avait décidé que, voilà, il nommerait peut-être le Premier ministre le samedi 6 avril. Et voilà, il a aussi sa date pour faire sortir le gouvernement, pour organiser les passations de service. Je crois que le président Sall est un homme discret, organisé, et véritablement, il faut se rendre compte que c'est un véritable homme d'État, en tout cas qui sait gérer les situations les plus complexes et les situations les plus difficiles. Je crois qu'il a en tête depuis très longtemps ceux qui doivent composer son gouvernement, ceux qui doivent aller par-ci et par-là. Donc je ne pense pas que les lenteurs puissent être justifiées par ce que vous venez de dire. Ce que l'on sait déjà, en revanche, c'est ce que ce nouveau gouvernement va compter. C'est que ce nouveau gouvernement va compter dans ses rangs beaucoup de jeunes et de femmes. C'est le président de la République lui-même qui l'annonce. Une réponse politique à des enseignements tirés de ce scrutin de la présidentielle, avec une addition massive des jeunes, par exemple, à un certain discours nouveau. Non, je crois que le président de la République a d'abord dit qu'il va resserrer le gouvernement, il va recentrer le gouvernement, il va donc procéder à des fusions, certainement de certains départements, et ensuite il va choisir des hommes et des femmes jeunes et peut-être moins jeunes à la hauteur de la tâche. Et je crois qu'il existe quand même dans ce pays des hommes et des femmes compétents qui pourraient éventuellement faire partie d'un tel gouvernement. Et le fait de dire des jeunes et des femmes, bien entendu, le président l'a dit, toutes les voix comptent, celles qui ont voté pour lui, tout comme celles qui ont voté pour d'autres candidats. Il faudrait que dans le management qu'il doit faire, qu'il puisse tenir compte des 42% de Sénégalais qui n'ont pas voté pour lui, et cela me semble être important. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'enseignement qu'il devrait tirer de cette élection présidentielle. Il a été élu, brillamment élu,
Par contre, il y a des gens qui ne sont pas contents, il y a des gens qui continuent à faire des revendications, à faire des réclamations, qui ont des préoccupations certainement qui n'ont pas prises en compte. Il faudra essayer de voir, par la mise en place de ce gouvernement, comment travailler à satisfaire non seulement ceux qui ont voté pour lui, mais satisfaire aussi ceux qui n'ont pas voté pour lui. Et je crois que ça, c'est aussi une tâche importante. Oui, on parlait des jeunes, les nombreuses politiques à l'endroit de la jeunesse sénégalaise, d'Abdou Diouf à Macky Sall en passant par Abdoulaye Wade, ces nombreuses politiques qui n'ont pas réussi à répondre efficacement aux besoins des jeunes. Vous étiez là en tant que ministre de la Jeunesse lorsqu'Abdoulaye Wade mettait sur pied le FNPJ, le Fonds national de promotion de la jeunesse ou des jeunes. Pourquoi le FNPJ, ça n'a pas marché? Non, je ne peux pas dire que ça n'a pas marché. Je ne peux pas dire aussi que cette politique de jeunesse n'a pas produit les effets escomptés. Je rappelle que premier ministre de la jeunesse de l'Afrique, parce que dans le continent et même dans d'autres pays, c'est sport et jeunesse. C'était souvent sport et jeunesse, mais pour la première fois, on avait décidé de séparer la jeunesse et des sports. Donc il fallait mettre un contenu dans ce nouveau département, et c'était donc l'époque de la création du Fonds national de promotion de la jeunesse, l'époque de la création des espaces jeunes, mais aussi l'époque du rattachement du service civique national au ministère de la jeunesse, etc. Et bien entendu, c'est aussi l'époque du concept des vacances citoyennes. Donc il y a énormément d'initiatives qui avaient été prises et qui ont produit un certain nombre de résultats. Je me rappelle, le Fonds national de promotion de la jeunesse, il devait donner des financements aux jeunes sans caution, sans garantie, mais quand même devant une autorité publique ou bien devant une autorité militaire ou de police, pour que les jeunes comprennent que les fonds qui sont donnés ne sont pas des dons, mais sont des fonds qui doivent être remboursés pour permettre aux autres de pouvoir en bénéficier. Donc à l'époque, ça a aidé beaucoup de jeunes, et jusqu'au moment où je vous parle, je rencontre des jeunes qui continuent à faire prospérer leurs affaires à partir de ces financements-là. Mais bien entendu, le Sénégal est un pays sous-développé, c'est un pays qui n'a pas beaucoup de moyens, qui n'a pas beaucoup de milliards à consacrer à un tel fonds. Nous n'avions pas pu couvrir toutes les demandes, nous n'avions pas pu... Les remboursements qui ne se sont pas faits... je ne sais pas, moi j'ai fait un an et quelques au ministère de la Jeunesse. Ce qui s'est passé après, vraiment, je ne sais pas, mais je sais en tout cas que l'idée était généreuse, l'idée était bonne. Mais n'oublions pas aussi que la question de l'emploi des jeunes est une question qui implique d'autres départements. Il faut bien trouver une adéquation entre la formation et l'emploi. Il faudrait bien qu'on change notre façon de faire nos études, nos carrières à l'université. Heureusement que depuis quelques années, il y a beaucoup de réformes qui ont été faites, notamment la réforme LMD, notamment aussi la possibilité pour les écoles privées de former beaucoup d'autres jeunes pour des métiers. Parce que la formation professionnelle. Pour la formation professionnelle, c'est important. Et je crois qu'il faudra continuer sur cette lancée-là, et ensuite augmenter les fonds destinés aux jeunes, et que les jeunes aussi comprennent que ce n'est pas en fait, on ne doit pas toujours chercher à rentrer dans la fonction publique, parce que c'est pas la fonction publique de toute façon qui va régler le problème. Quand on a un master 2, quand on a une licence, quand on est docteur, on doit sociologiquement, culturellement, la fonction publique, ça rassure tout le monde. Oui, ça peut rassurer, mais comprenons que nous sommes dans le cadre d'un pays qui a des moyens limités. 65 000, 100 000 personnes ne peuvent pas régler le problème du chômage au Sénégal. Et ensuite, un élément important, il faudrait qu'on en arrive à pouvoir mesurer, en tout cas, le taux de chômage dans notre pays. Et qui est chômeur et qui ne l'est pas. Mais justement, Abdoulaye Wade et Macky Sall, on parlait du FNPJ, qui est la première initiative. Macky Sall et Abdoulaye Wade ont chacun pris d'autres initiatives, et le problème semble rester entier, le même. Je crois qu'on y arrivera, parce que tous les pays sont passés par là. En France, on vous parle toujours du taux de chômage. En Allemagne, on vous parle du taux de chômage. Aux États-Unis de même si les taux de chômage sont extrêmement faibles comparés à nos pays. Nous sommes de jeunes pays. Aujourd'hui, l'école est partout, dans les villages les plus reculés. Les gens
obtiennent leur diplôme, obtiennent leur BFM, obtiennent leur baccalauréat, obtiennent leur master. Donc il y en a beaucoup. Maintenant, il faudrait que l'industrialisation dans notre pays puisse être une réalité pour absorber encore une fois les jeunes qui sortent des écoles de formation, de même que l'agriculture doit être un domaine à exploiter pour permettre aux jeunes aussi de trouver de l'emploi, tout comme les téléservices, les technologies de l'information. Il y a beaucoup de secteurs, je crois qu'il faudra développer pour intéresser les jeunes et pour les amener aussi à pouvoir gagner correctement leur vie. Parce que moi, je crois que donner du travail à un jeune, c'est lui restituer, c'est lui rendre sa dignité. Et c'est important pour le jeune de pouvoir trouver du travail. Et je suis sûr que pour ce mandat-là, le président Macky Sall va multiplier les efforts, va renforcer les efforts qu'il a déjà entrepris pour trouver du travail aux jeunes. Il en a déjà fait 500 000 pour 7 ans. Mais naturellement, c'est pas suffisant. Parce que tous les jours, il y a beaucoup de gens qui arrivent sur le marché de l'emploi, beaucoup de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Et suivre le rythme peut être difficile pour tout gouvernement d'un pays en voie de développement. Et dans cette optique de resserrer le gouvernement avec toutes ces questions autour des politiques en faveur de la jeunesse, resserrement, rationalisation, faut-il retourner à l'orthodoxie, ministère des Sports, ministère de la Jeunesse, ou selon vous, vous conseillerez quoi, Macky Sall, de garder un ministère de la Jeunesse entier? Bon, je crois que le président Sall est certainement le Sénégalais le plus renseigné, le plus informé, et je crois que personne ne maîtrise mieux que lui les problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés, les jeunes sont confrontés. Mais en tout cas, moi je fais partie de ceux qui plaident pour le maintien d'un ministère de la jeunesse renforcé par d'autres secteurs. Parce que, encore une fois, quand on disait jeunesse et sport, selon moi, c'était une orientation des jeunes vers le sport. Aujourd'hui, je crois que chacun de nous est conscient que faire du sport est bien pour la santé, et les gens le font, donc ce n'est plus la peine. Et puis, bon, maintenant, quand on dit jeunesse et emploi, jeunesse et citoyenneté, je crois que c'est pour éduquer les jeunes à la citoyenneté, au civisme, et ce qui constitue de nouveaux chantiers qui seront certainement développés par le président de la République. Mais je crois qu'il faudra essayer de voir comment construire autour de ces concepts-là un grand département avec beaucoup de moyens pour permettre en tout cas à la jeunesse d'y trouver leur compte. Mais au-delà de ça aussi, je crois que la question de la jeunesse est une question transversale qui intéresse aussi d'autres départements ministériels. Et c'est la raison pour laquelle elle doit être prise en charge collectivement et collégialement par tout le gouvernement et à la tête duquel le président de la République lui-même. Oui. Vous évoquiez tout à l'heure la citoyenneté. Comment en est-on arrivé là en 2019 à constater tous que notre citoyenneté est défaillante? D'ailleurs, le thème de la fête nationale a tourné autour de ça. Les discours de Macky Sall après sa réélection, il insiste sur la citoyenneté. C'est quand même assez spectaculaire de mettre ce sujet-là au devant de... Non, je crois que le constat a été fait depuis très longtemps par nous tous. Oui. Il suffit de circuler à travers le pays, il suffit de circuler je demande comment ça se fait, ça. Et réel. Mais je crois que même les présidents qui étaient là avant Abdoulaye Wade, avant même je ne dis pas que c'est la faute de Macky Sall. Non, du tout. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Même les présidents qui étaient là avaient constaté le problème. À un moment donné, des initiatives sont prises. Rappelez-vous de ce fort engouement de Set-Setal à travers tout le pays, dans les villages les plus reculés. Les gens balayaient, construisaient au début des années 90. Construisaient leurs monuments. Et jusqu'au moment où nous vous parlons, vous partez dans certaines localités, il y a ce qu'on appelle les assos, qui sont les associations de quartier, qui demandent aux politiciens, donnez-nous des balais, donnez-nous des brouettes pour pouvoir balayer nos quartiers. Donc, le phénomène existe encore. Il y a dans certaines localités, dans certains pays. Mais je crois que le fait d'en parler, le fait que le président de la République porte le combat, va impulser une dynamique, va permettre à tous les hommes publics, à tous les hommes politiques, à tous les
responsables de mettre la main à la poche, de mettre la main à la pâte pour pouvoir soutenir et encourager cette dynamique. Mais après avoir balayé c'est plus facile, mais après avoir balayé, il faut maintenir l'état des lieux, il faut maintenir la propriété. Et c'est à ce niveau-là que nous pêchons. C'est la responsabilité de qui surtout? Mais c'est la responsabilité de tout le monde. Non, c'est la responsabilité de tout le monde. C'est là d'abord responsabilité de l'individu, c'est la responsabilité du chef de famille, c'est la responsabilité du chef de quartier, du délégué de quartier, du chef de village, c'est la responsabilité du maire, c'est la responsabilité de l'autorité départementale, c'est la responsabilité des membres du gouvernement et c'est la responsabilité du président. C'est la responsabilité du président, c'est la responsabilité de tout le monde. Je crois que nos comportements, il faut d'abord qu'on en arrive à formater un autre type de Sénégalais à partir de l'école primaire, à partir de la case des tout-petits, à partir de l'école primaire et de la case des petits, à apprendre, à inclure dans les programmes cette idée de rendre propre, cette idée de protéger l'environnement, cette idée d'avoir un comportement citoyen, un comportement civique. C'est important pour pouvoir produire peut-être d'ici quelques années des citoyens complètement en phase avec en tout cas la citoyenneté et le civisme dans notre pays. La responsabilité de l'État, on en parle maintenant. La gestion notamment des ordures, surtout ménagères. Vous avez été ministre de l'Environnement et à votre arrivée, l'État du Sénégal avait signé un contrat avec une société italienne qui s'appelait AMA Sénégal. Depuis, tellement de changements, tellement de contrats remis en question, signature de nouvelles conventions, de nouveaux contrats. Toujours, on a un bubus. Toujours, on n'a pas de système d'enfouissement technique des ordures. On est en 2019, l'État qui appelle à la citoyenneté, mais qui ne semble pas vraiment faire ce qu'il doit faire. Non, je crois que l'État doit soutenir les collectivités locales. Parce qu'il y a quand même des tâches qui relèvent des collectivités locales. C'est pas pour rien que les maires sont élus, que des conseillers municipaux sont choisis et venant de la population. Donc, mais l'État doit être derrière. Doit être derrière d'abord pour soutenir financièrement, doit être derrière d'abord pour surveiller. Et bien entendu, il y a de gros investissements qui ne peuvent pas être faits par des collectivités locales. Vous avez parlé tout à l'heure de la décharge de Mbobos, qui est une catastrophe écologique. Environnementale, oui. Oui, et qui est là depuis très longtemps. Ministre de l'Environnement, nous avons cherché à traiter les déchets de Mbobos, à trouver des centres d'enfouissement techniques à travers le pays. Mais vous savez, on est dans un contexte extrêmement difficile. Quand vous dites que nous allons installer un centre d'enfouissement technique dans une localité proche de Thilmakha Mbakol, les gens vous disent « Ah non, vraiment, amenez-nous autre chose, mais pas de déchets. » Alors que il ne s'agit pas de faire d'autres Mbobos. Mais là, il faudrait qu'on en arrive à faire comprendre aux populations que forcément, il faudrait qu'il y ait des mesures vigoureuses. Parce que la situation quand même des déchets est ahurissante. Quand vous rentrez dans une ville, c'est le dépôt sauvage d'ordures qui vous dit bienvenue. Quand vous en sortez, c'est le même dépôt sauvage d'ordures qui vous dit au revoir. Et les gens ont tendance à mettre les ordures à l'entrée des villes, à l'entrée des localités. Ils ne disposent pas peut-être de moyens de jeter les ordures dans des endroits indiqués. Dans les grandes villes, il y a un système de ramassage des ordures. Et les gens disposent de plus en plus de bacs à ordures, de sachets en plastique ou autre, où ils mettent leurs ordures et le lendemain, ils déposent là où ils doivent déposer et le camion passe pour ramasser. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas et toutes les rues ne sont pas visitées et toutes les ruelles ne sont pas visitées et rentrer dans certains marchés de Dakar. J'ai été amené en tant que ministre de la Jeunesse dans le cadre des vacances citoyennes Qui sont votre initiative derrière les vacances citoyennes? À aller avec un groupe de jeunes pour nettoyer un marché de la banlieue. Mais d'abord pour que même les commerçants ou les femmes lèvent leur cantine ou leur table pour une journée, c'est tout un problème.
Donc je crois qu'il y a des choses à faire, il y a des explications, il y a une campagne d'information, de sensibilisation à faire, et véritablement, heureusement, que la plus haute autorité du pays... Et à l'État peut-être d'exercer la rigueur de la loi. Non mais heureusement, c'est pourquoi je dis heureusement que la plus haute autorité du pays a pris en main cette question pour dire zéro déchet. Et en tout cas, si nous avons zéro déchet, on va réduire les ordonnances, on va réduire les maladies, on va augmenter la production, parce que si les gens ne tombent pas malades, ils vont produire davantage. Autrement dit, on va augmenter notre taux de croissance. Je crois que c'est comme ça qu'il faut voir le link entre la propreté, la santé, la production et l'économie. Je crois que c'est pas seulement une mesure de promotion de la citoyenneté et du civisme, mais aussi c'est une mesure de promotion économique dans des pays comme les nôtres. Et c'est important de savoir que le développement ne peut pas être durable tant que les conditions écologiques, environnementales ne sont pas respectées par tout le monde. Modou Diagne Fada, notre invité devant le grand jury d'RFM aujourd'hui, député, ancien ministre, président du conseil départemental de Kébémer. On parlait tout à l'heure des enseignements à tirer de la dernière présidentielle. Vous personnellement, Modou Diagne Fada, les enseignements politiques que vous faites de cette élection, la coalition Benno Bokk Yakaar dont vous êtes membre a été battue dans votre fief, la commune de Darou Mouhty. Votre nom est intimement, politiquement lié à cette cité, tellement vous étiez fort là-bas. La présidentielle a démontré le contraire. Malheureusement, Baboucar donc est tombé dans l'intoxication. C'est pas le cas. La coalition Benno Bokk Yakaar, ou la grande majorité présidentielle, a brillamment gagné l'élection présidentielle dans la commune de Darou Mouhty. A brillamment gagné l'élection présidentielle dans le département de Kébémer. Le département, oui. Et la commune aussi. Il s'agit pas, c'est pas parce que nous avons près de 49%. C'est pas parce que nous n'avons pas la majorité absolue que nous. C'est la lecture qu'on a décidé d'en faire, parce que quand on additionne les autres scores, que certains ont décidé d'en faire. Mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que nous n'avons pas une majorité absolue à Dakar. Et pourtant, tout le monde sait l'apport de cette majorité relative sur le plan national. Nous n'avons pas une majorité relative, nous n'avons pas une majorité absolue à Guédiawaye, mais tout le monde sait l'apport de cette majorité relative dans l'élection. C'est le cas à Pikine, c'est le cas ailleurs. Parce que, tout simplement, si nous étions à 30% chez nous, ou si à Dakar on était à 30%, à Guédiawaye à 30%, à Pikine à 30%, certainement sur le plan national, on ne serait pas à 58%. Donc, je crois que c'est comme ça qu'il faut l'analyser. Chacun son angle, finalement. Oui, mais chacun son angle. Alors, donc, nous pensons qu'avoir fait d'excellents résultats compte tenu du contexte de Darou Mouhty, qui est presque un quartier de Touba. Pour ceux qui connaissent administrativement rattaché à la région de Louga, mais qui est plus proche de Touba, qui a les mêmes réalités socio-culturelles, socio-religieuses que Touba. Je crois que si nous n'étions pas forts, pas seulement moi et les autres collègues membres de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui sont aussi de Darou Mouhty, si nous n'étions pas forts, si nous n'avions pas de racines solides, nous allions être emportés par le vent de Touba. C'est comme ça qu'il faut parce que chaque élection. La vague Idrissa Seck. Oui, mais c'est ça. Parce que chaque élection avec son contexte. Le contexte de cette année, c'était un contexte extrêmement difficile dans le pays où je suis né, où il y a un vent fort, en tout cas venu de Touba, qui a balayé toute la ville de Darou Mouhty. Et je vous dis, si nos fondements n'étaient pas solides, on n'en serait pas là à parler d'une victoire. Et c'est la raison pour laquelle c'est l'une des victoires les plus belles obtenues au niveau de la localité de Darou Mouhty, gagnée pour la première fois par le candidat Macky Sall, tout comme pour la première fois il a obtenu une majorité. Macky Sall n'est pas passé au premier tour à Darou Mouhty. Oui, mais c'est pas le plus important. Mais nous avons apporté notre. On parlait de votre bilan personnel, notre contribution. C'est Modou Diagne Fada, c'est Darou Mouhty, c'est. Non, mon bilan personnel, ce n'est pas seulement Darou Mouhty. Mon bilan personnel, c'est aussi le département de Kébémer. Mais mon bilan personnel, c'est sur toute l'étendue du territoire national. Rappelez-vous quand même que j'ai été aux élections législatives
Et j'ai pu quand même envoyer un député, nous avons pu envoyer un député à l'Assemblée nationale et nous avions obtenu à Darmoussi 3400 voix et quelques. 3400 voix ne pouvaient pas nous envoyer à l'Assemblée nationale. Il a fallu qu'on obtienne près de 35 000 voix pour pouvoir aller à l'Assemblée nationale. Et je suis sûr que le dispositif de LDR-ISL à travers le territoire national a bien fonctionné. Je rappelle que à part le département de Kébémer, le deuxième département de LDR-ISL, c'est Saraya. Le troisième département, c'est Goudomp. Le quatrième, c'est Tamba. Et donc, nous avons une implantation nationale qui nous permet de dire que notre apport a été, en tout cas, important pour la réélection du président de la République. Mais je rappelle que le président Sall a été le principal artisan de sa victoire. Parce que le président Sall a su inviter dans la grande coalition les personnalités qu'il fallait. Le président Sall a su analyser froidement les résultats des élections législatives de 2017 et après ces élections a pu inviter Ibrahima Abonguet, Montey qui dirigeait une liste, Cheikh Tidiane Gadio, Modou Diagne Fada, Aïssata Tall Sall, Abdoulaye Baldé, Demba Diop, Moussa Sy, Bassirou Kébé, énormément d'autres personnalités qui ont certainement apporté. Et donc, il a quitté le taux qu'il avait en 2017 pour atteindre aujourd'hui le taux de 58%. Et c'est la raison pour laquelle je fais partie des gens qui pensent que le véritable artisan de la victoire de Benno Bokk Yakaar ou de la grande majorité présidentielle reste le président Macky Sall himself. Et les alliés, donc, Macky Sall ne leur doit rien, c'est ça? Non, j'ai pas dit ça. Ah, d'accord. Aliou Sow, votre ancien collègue au gouvernement et surtout votre ancien frère de parti, puisque c'est comme cela qu'on s'appelle entre membres du PDS, Aliou Sow, donc invité dans une émission sur RFM il y a quelques jours, il a sérieusement remis en cause votre légitimité politique avec le score que vous avez obtenu surtout à Darou Mouhty. Aliou Sow, quand même votre protégé, ancien protégé au PDS. Quelle est votre réaction suite à cette déclaration qu'il a faite sur notre antenne il y a quelques jours? Aucune réaction. Vous n'allez pas commenter? Aucune réaction de ma part. Très bien. Modou Diagne Fada, on parle toujours de votre ancien parti, justement, le Parti démocratique sénégalais. Au-delà de la refondation du PDS à laquelle vous appeliez, l'une des raisons PDS pour essayer aussi de pousser au renouvellement des instances de base du parti et des instances de direction. En fait, pour insuffler du sang neuf au PDS, pour le mettre en ordre de bataille et lui permettre de participer convenablement à l'élection présidentielle. Malheureusement, nous n'avions pas été entendus. Nous avions été à l'époque diabolisés. Et aujourd'hui, ce que nous craignons, c'est ça qui est arrivé. C'est-à-dire le PDS officiellement n'a pas pris part à l'élection présidentielle, même si je sais que beaucoup de militants du PDS ont quand même voté pour des candidats. C'est la consigne d'Abdoulaye Wade. On votait pour tous les candidats de l'opposition, sauf Madické Niang en filigrane. Il l'a pas cité. Bon, moi, je l'ai pas entendu le dire comme ça. Mais en tout cas, officiellement, moi, en tout cas, depuis 88 jusqu'en 2014, le PDS n'a jamais boycotté une élection. Jamais.
Je ne peux pas parler des années d'avant parce que j'étais encore très jeune et je n'étais pas encore dans le PDS, dans le PDS. Mais c'est la première fois officiellement que le PDS ne présente pas de candidat, ce qui me semble être quand même assez dommage pour la démocratie, assez dommage pour ce patrimoine. Parce que je fais partie des gens qui considèrent que le PDS est un patrimoine national. Je fais partie des gens qui pensent que Abdoulaye Wade restera ce grand monsieur, ce grand bâtisseur de la démocratie, cette personnalité. Vous vous dites toujours wadiste? Non, je me dis pas wadiste. Je me dis que Wade reste mon mentor en politique, mon inspirateur, parce que j'ai beaucoup appris à côté de lui et je continue à lui vouer un profond respect. Et je pense que c'est comme ça, en tout cas, nos rapports entre père et fils, même si du point de vue politique, je ne réponds plus de lui. Je réponds de mon propre chef, je réponds de mon propre parti. Ouais. Vous dites, vous parlez de suicide collectif dans la décision du PDS de désigner Karim Wade comme son candidat à cette présidentielle 2019 passée. Pourquoi alors, si vous connaissez bien ce parti, vous en connaissez tous les contours, les philosophies, pourquoi Abdoulaye Wade, Karim Wade et ceux qui sont restés avec eux au PDS ont-ils fait ça, à votre avis? On fait quoi? Le fait de désigner Karim Wade tout en sachant que c'était... je sais pas. Je crois qu'au départ... Très peu évident que cette candidature Non, je crois qu'au départ, c'était pour le tirer d'affaire. C'était pour davantage dire que ce qui lui arrivait était politique. Et montrer à l'opinion nationale et internationale qu'on avait emprisonné le candidat du PDS. Donc ça pouvait se comprendre dès les premières semaines, dès les premiers jours. Je crois que quand la Cour suprême a donné son verdict, à partir de ce moment-là, on devait se rendre compte que ce n'est plus possible qu'il soit candidat et désigner quelqu'un d'autre à sa place. Dans tout parti normal, c'est comme ça que ça allait se faire. Ce candidat-là est empêché, ne peut pas, on désigne quelqu'un d'autre pour prendre sa place et conduire le parti et porter les couleurs du parti. Mais malheureusement, tel n'a pas été le cas. Vous pensez que le PDS va survivre à cette absence historique d'une élection présidentielle? Bon, le PDS a des ressorts. Le PDS a des ressorts parce que le PDS a une capacité de renouvellement, de régénérescence presque inépuisable. Parce que c'est comme ça. Il a été le premier parti d'opposition légal. Il y aura toujours à travers le pays, dans les coins les plus reculés, des gens qui te diront moi je suis PDS. Et ceux qui viennent d'arriver sur la scène politique et qui sont aujourd'hui très très nombreux dans les rangs du PDS, ne connaissant pas toute l'histoire du PDS, ils ne connaissent que l'histoire récente, sont aussi là. Maintenant, s'il faut évaluer le nombre de sopis, le nombre de gens qui étaient là avant la première alternance ou alors qui ont fait la prison ou qui ont porté les plus grands combats du PDS et qui ont l'âme du sopi en leur sein, il n'y en a plus beaucoup au sein du Parti démocratique sénégalais. Je crois que la plupart sont partis, sont allés chercher ailleurs parce que il y a une absence, il y a un manque d'horizon, il y a un manque de cap, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Et pour ceux qui ont des ambitions politiques, c'est normal qu'ils cherchent à mener eux-mêmes leur chemin politique, leurs ambitions politiques. Et votre alliance, Mamadou Diagne Fada, votre alliance avec Macky Sall, où va-t-elle s'arrêter? Il y a les municipales et les départementales qui arrivent, c'est en décembre. Oui, chaque moment, la politique est un problème la politique c'est d'abord le contexte. C'est d'abord le contexte. En 2019, c'était clair que le meilleur choix ne pouvait être que Macky Sall. Nous y sommes. Nous sommes dans le cadre de ce compagnonnage-là. Et je crois qu'il n'y a pas de raison que ce compagnonnage-là s'arrête
d'ici les élections locales ou d'ici les élections législatives. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous, LDR-ISN, nous sommes dans cette dynamique de compagnonnage avec le président Macky Sall, dans cette dynamique d'alliance avec le président Macky Sall pour aller le plus loin possible avec lui, parce que nous pensons avoir notre place dans cette alliance. Nous pensons être considérés, nous pensons que nous sommes écoutés, et nous pensons aussi que véritablement le pays y trouve son compte. Parce qu'encore une fois, dans une alliance politique, ce qu'il faut mettre en avant, c'est d'abord l'intérêt du pays, l'intérêt de la nation. Et bien entendu, quand vous parlez comme ça, il y a d'autres gens qui disent non, c'est pas en fait ça, mais ça ce sont de petites querelles. Et à mon avis, un homme politique doit plutôt engager de grosses querelles, mais pas de petites querelles. Et un homme politique doit savoir choisir. La présidence du conseil départemental de Kébémer, un petit ou gros enjeu pour vous, toujours? Nous n'en sommes pas encore là. Le moment venu, on va échanger. Comprenez ma question, est-ce que vous allez Oui, non, mais j'ai bien compris votre question, mais c'est parce que je ne veux pas y répondre directement que je vous réponds comme ça. Le moment venu, nous allons en discuter entre alliés du même bord, et puis on verra le meilleur schéma possible que nous allons mettre en place pour gagner le département de Kébémer. On n'a pas abordé votre casquette de parlementaire. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Votre absentéisme est décrié par certains. Pourquoi, pour cette législature, on n'a pas vu le Modou Diagne Fada assidu, qui interpelle l'Assemblée nationale sur bien des sujets? Cette fois, vous semblez avoir un autre agenda qui vous a empêché de faire correctement votre travail de député. En fait, c'est pas exactement le cas. Je suis souvent à l'Assemblée nationale quand il faut, quand il y a de grands débats, quand il y a de forts enjeux. Je suis là et je donne mon point de vue. Mais comme vous le savez, je suis venu à l'Assemblée nationale cette année sous ma propre bannière, sous la bannière de LDR-ISN. Donc j'étais dans le groupe des non-inscrits. Alors, dans le groupe des non-inscrits, il y avait beaucoup de gens qui venaient de faire leur premier pas à l'Assemblée nationale. Et comme souvent les débats étaient organisés à l'Assemblée nationale, les temps de parole étaient donnés à travers les différents groupes. Nous qui étions un peu des anciens, parce que je rappelle que mon premier mandat, c'est en 98 à l'Assemblée nationale. Donc nous qui étions un peu des anciens, à un moment donné, on disait, vous qui venez d'arriver, prenez le temps de parole et parlez. Et je crois que c'est ça qui s'est souvent passé et qui explique que dans certaines déclarations, dans certains passages de chefs du gouvernement ou de certaines lois, je prenais pas la parole, mais quand même j'étais là et je votais pour ou je votais contre. Le calendrier électoral, on va terminer avec ça. Le débat sur le couplage des législatives avec les locales, quelle est votre opinion? Ou faut-il coupler les législatives avec la présidentielle de 2024? Autant de schémas possibles pour vous. Il faut maintenir intact le calendrier ou coupler certaines élections? Non, mon avis personnel est connu. Je suis pour le couplage des élections législatives et des élections municipale pour une meilleure harmonisation du calendrier républicain, parce qu'on ne peut pas voter par exemple en 2019, voter après au mois de décembre en 2019 et envisager voter en 2022. De toute façon, même si on ne le fait pas cette fois-ci, le président qui sera élu en 2024, s'il trouve une assemblée nationale qui ne lui est pas favorable, va certainement la dissoudre pour organiser de nouvelles élections législatives. Même si l'Assemblée lui est favorable, je crois qu'il voudra avoir sa propre majorité et certainement donc va dissoudre l'Assemblée nationale. Donc on peut, maintenant peut-être la tendance aujourd'hui c'est de dire on fait les élections locales au mois de décembre 2019, les élections législatives en 2022, mais en 2024, quand il y aura un nouveau président, forcément on dissoudra l'Assemblée nationale pour pouvoir harmoniser le calendrier républicain. Donc qu'on le fasse maintenant
ou qu'on le fasse en 2024, ce qui est important pour moi, c'est qu'on puisse arriver à une harmonisation. Vous n'êtes pas contre le couplage des législatives avec la présidentielle de 2024, par exemple? Non, je ne sais quelle ça veut dire prolonger le mandat actuel. Prolonger. Il y a des gens qui en parlent, mais je ne sais pas comment le peuple va réagir. Parce qu'un prolonger de 2 ans le mandat des députés, ça peut être quand même très très long. Mieux vaut en ce moment-là peut-être même prolonger le mandat des collectivités locales. C'est plus simple et c'est moins risqué politiquement. Je crois que c'est moins sensible. Mody Diagne Fada, merci d'être passé devant le grand jury. Leader du parti politique LDR-ISL, député à l'Assemblée nationale, ancien ministre. Merci à Abdou Thiam qui était à la régie, grand journal de midi, le journal de midi avec Barthélémy Ngom. C'est dans quelques secondes. Restez avec nous. Bon dimanche, bonne fin de week-end sur RFM. RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Bienvenue RFM, il est midi. Barthélémy Ngom. À la une, le Sénégal toujours dans l'attente d'un nouveau gouvernement. La liste pourrait être connue cet après-midi. Il était dans un régime sans Premier ministre, celui d'Abdou Diouf. Selon Abdoulaye Makhtar Diop, le fait de supprimer le poste de Premier ministre n'est pas synonyme d'un renforcement des pouvoirs du président de la République. C'est plutôt pour lui permettre de mieux contrôler l'administration. Cette suppression annoncée du poste de Premier ministre, nous le verrons, elle divise la classe politique. Certains sont pour, d'autres contre. La plupart des Sénégalais gèrent mal leur santé. Certains ne se soucient même pas de leur bilan médical. Nos compatriotes se rendent à l'hôpital que quand ils sont malades. Reportage à Kaolack dans le cadre de la Journée mondiale de la santé célébrée ce dimanche. Les JMJ, Journée mondiale de la jeunesse, elle s'achève ce dimanche. La messe de clôture de ce matin a été présidée par Monseigneur Benjamin Ndiaye, l'archevêque de Dakar. Nous irons à Popenguine retrouver Abdourahmane Diallo. En sport, football, choc cet après-midi entre le leader de la Ligue 1, Génération Foot, et son dauphin, l'AS Pikine. La rencontre se joue à Denis Biramdao. Barthélémy Ngom. Abdou Thiam est à la technique. Le Sénégal attend toujours un nouveau gouvernement, le gouvernement Macky 2, mais la liste pourrait être connue cet après-midi. Selon nos informations, la suppression du poste de Premier ministre ne vise pas à renforcer les pouvoirs du président de la République, mais plutôt à lui permettre d'avoir un contrôle sur l'administration. C'est le point de vue de l'ancien ministre Abdoulaye Makhtar Diop qui a été dans un gouvernement sans Premier ministre. C'était sous Abdou Diouf. Il souligne que la suppression du poste de Premier ministre doit être accompagnée par la création de grandes directions au niveau des ministères. Abdoulaye Makhtar Diop, interrogé par El Hadji Ndiogou Diène. Que le président de la République décide de la suppression du poste de Premier ministre laisse penser qu'il veut avoir une prise directe sur son administration, au-delà du gouvernement, sur l'administration, parce qu'il faut bien vous rappeler que dans la constitution actuelle, le Premier ministre est chef de l'administration. Il faut bien s'en rappeler. Donc, si on supprime le Premier ministre, ça veut dire que le président a une prise directe sur l'administration. Et ayant une prise directe sur l'administration, c'est peut-être, là je parle avec beaucoup de réserve parce que je ne connais pas encore les grands axes, parce qu'il ne faut jamais se précipiter comme on a tendance à le faire au Sénégal. Parce que si le président supprime le poste de Premier ministre, et crée après de très grandes directions générales dans certains ministères, alors on pourra comprendre qu'il allège sa charge de travail. C'est maintenant il supprime le poste de Premier ministre sans toucher la structure fondamentale de l'administration, on se posera la question de l'efficacité de la mesure. Mais est-ce que la suppression du poste de Premier ministre avait été réellement efficace sous le régime de Abdou Diouf? Moi je l'ai vécu, c'est pas de la théorie. J'ai travaillé dans un gouvernement avec un Premier ministre. J'ai travaillé dans un gouvernement sans Premier ministre. Je ne sais pas de la théorie. Maintenant, de mon expérience personnelle, avoir un président de la République chef de gouvernement est tout à fait différent d'être dans un gouvernement avec un Premier ministre parce que vous travaillez directement avec le président de la République sur l'ensemble des questions touchant à votre ministère. Donc, nous, quand Abdou Diouf n'avait pas de Premier ministre, tous les mois, il recevait en audience chaque ministre. Or, si vous faites attention à la marche du gouvernement, il y a des ministres qui, sous un régime où il y a un Premier ministre,
peuvent rester 3 ou 4 mois sans rencontrer le président de la République en séance de travail. Abdoulaye Makhtar Diop, ancien ministre, sur cette suppression annoncée du poste de Premier ministre, Modou Diagne Fada, que vous avez certainement entendu tout à l'heure devant le grand jury de Babacar Fall, a également donné son avis. Il a annoncé par ailleurs qu'il n'a pas été consulté dans le cadre de la formation du nouveau gouvernement. Nous allons peut-être entendre ces propos avant la fin de ce journal. La suppression du poste de Premier ministre, la question divise la classe politique. Pour certains, le chef de l'État doit tout simplement supprimer ce poste pour tenir promesse et rester cohérent dans sa logique. Mais pour d'autres, ça va être une incohérence notoire dans la démarche du président de la République. Un dossier réalisé par Wouri Diallo. En fait, supprimer le poste de Premier ministre, ça vient en contradiction avec les dispositions de la Constitution. Selon ce porte-parole adjoint du Rewmi, en cas de suppression du poste de Premier ministre, Macky Sall va non seulement violer la Constitution, mais surtout donner l'image d'un président incohérent. Daouda Ba. Un président sortant qui a voulu polir son image par des appels au dialogue par-ci, appels à la citoyenneté par-là, et qui se lève un beau jour, qui annonce qu'il voudrait supprimer le poste de Premier ministre. Donc ça montre encore une fois que son appel au dialogue, que son appel à la concertation, à la citoyenneté et tout cela n'était que du théâtre. Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? En vue de quoi il veut supprimer le poste de Premier ministre? Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Ce sera tout sauf une incohérence, rassure cet ancien ministre de l'Intérieur sous Maître Abdoulaye Wade. Cheikh Sadou Boufal va plus loin et parle d'une nécessité pour le chef de l'État. Écoutez, moi j'ai toujours milité pour la suppression de ce poste dans le cadre de notre constitution, parce que au Sénégal on est dans un régime présidentiel très fort où presque tous les pouvoirs sont concentrés, réélus à plus de 58%. Je pense qu'il veut se donner les moyens de son action et il doit se mettre au devant pour contrôler tout ce qui va être fait. Comme il l'a annoncé lui-même, il y aura un resserrement de l'action gouvernementale. Que l'on arrête de voir du noir partout, conseille ce porte-parole du parti présidentiel. Selon Abdoumbo, le chef de l'État, Macky Sall, entend rester cohérent et surtout travailler efficacement pour son pays. Vous savez, il y a des personnes qui voient du noir partout. Le président de la République, quand il a été reconduit à la tête du pays, vous l'avez entendu lors de sa prestation de serment, dire qu'il va saisir l'Assemblée pour faire des changements au niveau de l'exécutif pour travailler à ce que les affaires de l'État puissent aller vite. Vous l'avez même entendu parler de fast track. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que cette question de suppression du poste de Premier ministre divise encore. Wouri Diallo, le dossier donc sur la suppression annoncée du poste de Premier ministre avec les acteurs politiques divisés sur la question. Je vous l'annonçais tantôt également, Modou Diagne Fada, que vous avez certainement entendu tout à l'heure devant le grand jury. Il s'est prononcé sur cette suppression du poste de Premier ministre. Il a déclaré également qu'il n'a pas été consulté dans le cadre de la formation du nouveau gouvernement. Modou Diagne Fada demande également un couplage des élections législatives et locales, morceau choisi de l'entretien de tout à l'heure devant le micro de Babacar Fall. Je suis pour le couplage des élections législatives et des élections municipales pour une meilleure harmonisation du calendrier républicain, parce qu'on ne peut pas voter, par exemple, en 2019, voter après au mois de décembre en 2019 et envisager voter en 2022. De toute façon, même si on ne le fait pas cette fois-ci, le président qui sera élu en 2024, s'il trouve une Assemblée nationale qui ne lui est pas favorable, va certainement la dissoudre pour organiser de nouvelles élections législatives. Même si l'Assemblée lui est favorable, je crois qu'il voudra avoir sa propre majorité et certainement donc va dissoudre l'Assemblée nationale. Donc on peut, et maintenant peut-être la tendance aujourd'hui c'est de dire on fait les élections locales au mois de décembre 2019, les élections législatives en 2022, mais en 2024, quand il y aura un nouveau président, ben forcément on dissoudra l'Assemblée nationale parce que pour pouvoir harmoniser le calendrier républicain. Donc qu'on le fasse maintenant ou qu'on le fasse en 2024, ce qui est important pour moi, c'est qu'on puisse arriver à une harmonisation. Vous n'êtes pas contre le couplage des législatives avec la présidentielle 2024, par exemple?
Non, je ne sais quelle majorité. Prolonger le mandat actuel. Prolonger. Il y a des gens qui en parlent, mais je ne sais pas comment le peuple va réagir. Parce qu'un prolonger de 2 ans, le mandat des députés, ça peut être quand même très très long. Mieux vaut en ce moment-là peut-être même prolonger le mandat des collectivités locales. C'est plus simple et c'est moins risqué politiquement. Je crois que c'est moins sensible. Mamadou Diagne Fada, le leader de LDR Yessal, un parti membre de la mouvance présidentielle. Je rappelle qu'il était face au grand jury tout à l'heure avec Babacar Fall, une émission que vous pouvez suivre à nouveau ce soir à 22h. Il est 12:10. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Barthélémy Ngom. Patar, c'est à Diourbel. La famille de Fallou Sène continue de réclamer justice face à la presse hier. La famille de l'étudiant tué